Please be seated. Veuillez vous asseoir. All right, I see these. La juge présidente, je vois que le représentant légal commun des victimes est prêt à prendre la parole. Allez-y, Monsieur Bradfield. Merci, Madame la Présidente. Plaise à la Cour. C'est un privilège pour moi que de m'adresser à cette Chambre au nom des victimes dans cette affaire. L'ARS était tristement célèbre pour ses enlèvements. Des familles et des communautés ont été littéralement déchirées. Jeunes et vieux ont été systématiquement arrachés à leur foyer, leurs villages et leurs écoles. Certains ont été retenus pendant des jours ou des semaines, d'autres pendant des mois et des années. Et beaucoup ne sont jamais revenus. Chaque jour, les parents des disparus attendent et espèrent toujours le retour de leurs enfants. Comme le montre clairement la preuve, la vie dans la brousse était un véritable enfer. Au lieu de tenir des livres et des crayons, les enfants étaient forcés de porter des armes, forcés d'attaquer et de tuer leur propre peuple. Joseph Kony a volé l'enfance de milliers d'enfants du nord de l'Ouganda. Si vous étiez une fille, vous étiez soumise à la servitude domestique et au mariage forcé, où beaucoup ont subi de graves violences sexuelles. Des enfants sont nés dans ce contexte. Selon la jurisprudence de cette cour, eux aussi sont considérés comme des victimes et les enfants nés de la guerre font partie des clients que nous représentons. L'ARS n'a pas seulement commis des violations physiques. Les normes culturelles ont également été bafouées. Par exemple, à travers le mariage forcé, des pratiques ancestrales liées à la cour traditionnelle et à la dot ont été abandonnées, alors que Joseph Kony mettait en œuvre son régime cruel. Mais au-delà de leurs effets immédiats, ces crimes ont eu un impact durable sur les victimes et leur communauté. Permettez-moi de souligner deux aspects en particulier. Le premier est l'impact sur les moyens de subsistance. L'enlèvement a privé de nombreuses victimes de leur éducation et de leurs ambitions. Comme me l'a dit un ancien captif, et je cite, « En m'emmenant dans la brousse, les rebelles ont pris mon passé, mon présent et mon avenir. » Lorsque les personnes enlevées ont réussi à s'échapper, le gouvernement ougandais leur a accordé l'amnistie, alors même que les enfants enlevés n'avaient rien à se reprocher. En général, les anciens captifs recevaient un certificat d'amnistie, une couverture et un bidon. Et s'ils avaient de la chance, une poignée de shillings ougandais pour recommencer leur vie. Des centres de réhabilitation comme Rakele à Lira et Gulu Support the Children Organization, GUSCO, ont accompli un travail remarquable pour accueillir et conseiller les enfants traumatisés, alors même que la guerre faisait encore rage. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, de nombreux anciens captifs ont du mal à se réintégrer et font face à des problèmes de santé mentale, de dépendance et de violence domestique. Il existe un dicton dans le nord de l'Ouganda. Les armes peuvent être silencieuses,
mais le conflit continue. Le deuxième aspect que je souhaite mettre en exergue est la stigmatisation. De nombreux anciens captifs vivent aujourd'hui avec une stigmatisation persistante. Leur capacité à participer pleinement à la vie communautaire est souvent entravée, car ils sont étiquetés comme rebelles, épouses de Connie, ou encore ceux qui appartiennent à la brousse. L'exclusion sociale et la discrimination sont très courantes. Les enfants nés en captivité subissent également une stigmatisation et des préjudices invisibles. Par exemple, un enfant né en captivité ne connaît généralement pas le clan de son père. En conséquence, il est incapable d'hériter des terres. Sans accès à la terre, on ne peut ni cultiver, ni vendre de nourriture, ni élever du bétail, ce qui les limite dans de nombreux domaines de leur vie, comme le paiement des frais de scolarité ou la possibilité de se marier selon les traditions. Ils sont punis simplement pour être nés. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, les préjudices directs, indirects et transgénérationnels causés par ces crimes sont graves. Ils choquent la conscience. En vérité, mes mots sont insuffisants, car le mal causé par Joseph Kony est littéralement indescriptible. Mais dans le cadre de cette procédure, ce préjudice doit néanmoins être décrit. Dans le document de notification des charges, 25 des 39 chefs d'accusation concernent des crimes systémiques, soit près des 2 tiers. Et les victimes souhaitent exprimer certaines opinions et préoccupations concernant chacune de ces catégories principales. S'agissant des chefs 25 et 26, à savoir la conscription et l'utilisation d'enfants, les victimes saluent l'élargissement de la portée matérielle de ces accusations, qui couvre désormais la conscription dans toute l'organisation de l'ARS et non plus seulement une brigade comme ce fut le cas dans l'affaire Ongwen. Les victimes ont naturellement ressenti une grande frustration face à la portée limitée des accusations dans Ongwen. Cela peut désormais être corrigé en tenant Joseph Kony responsable en sa qualité de dirigeant. Le fait que des enfants aient été enrôlés par l'ARS et utilisés dans les hostilités est un fait notoirement public. Les preuves sont indéniables. En tant que chef, Joseph Kony a engagé sa responsabilité pénale individuelle. De même, s'agissant des chefs d'accusation relatifs aux crimes sexuels et basés sur le genre, à savoir les chefs 15 à 24 et 27 à 39, les victimes saluent l'élargissement de la portée matérielle de ces accusations, qui couvrent désormais des actes commis dans l'ensemble de l'ARS. Les chefs d'accusation relatifs à la réduction en esclavage, à l'esclavage sexuel, au mariage forcé, au viol, à la torture, aux abus graves et aux mauvais traitements, aux traitements cruels, à la grossesse forcée et à la persécution sont entièrement justifiés. Ces chefs d'accusation permettent de refléter la vaste diversité des expériences vécues par les femmes et les filles en captivité. L'âge et le genre étaient au cœur des motivations discriminatoires de Joseph Kony lorsque celui-ci donnait ses ordres de persécution pour les enlèvements. Dans le cadre du procès Ongwen, des preuves de violence sexuelle entre hommes ont été révélées par les représentants des victimes. Mais ces actes n'ont pas été inclus dans la présente procédure. Bien que cela soit un sujet tabou pour les victimes comme pour les auteurs, on le comprend bien, des violences sexuelles entre
pogroms ont parfois eu lieu. Et elles font partie intégrante de l'histoire du conflit, une histoire qui doit être racontée. Concernant l'attaque contre l'école de filles de Douala, les victimes saluent son inclusion en tant que chef d'accusation distinct. Il s'agit de l'un des enlèvements les plus tristement célèbres de la guerre, au cours duquel plus de 70 jeunes filles ont été arrachées à leur lit, battues, forcées de marcher jusqu'au Soudan, puis réparties entre les commandants de l'ARS. Certaines de ces filles de Douala sont même devenues des épouses forcées de Joseph Kony lui-même. En réalité, l'attaque de Douala illustre bien le modus operandi de l'ARS à l'égard des femmes et des filles de manière générale. Cette attaque s'inscrit dans un schéma de longue date, où l'ARS ciblait particulièrement les écoles, et ce depuis le milieu des années 90. Par exemple, une autre attaque tristement célèbre a eu lieu au collège St. Mary's d'Abok en 1996. Des dizaines de filles ont alors été enlevées dans leur dortoir. Beaucoup d'entre elles ont été retenues captives dans la brousse pendant des années. L'héritage tragique de ces attaques contre Abok, Douala et d'autres écoles reste vivace dans la mémoire des populations du Nord. Pour reprendre les mots du poète Acholi Okot Pibitek, la rébellion de l'ARS a entraîné des milliers de, et je cite, foyers désertés. L'ARS a détruit ce que Bitek appelait Pini Maber, ce qui se traduit par environnement harmonieux. Selon Bitek, ce concept signifie, et je cite, « Quand les choses sont normales, la société prospère, affronte et surmonte les crises. » Fin de citation. Mais la violence dirigée par Joseph Kony a brisé la société. Une vie normale n'était plus possible. La sécurité, les liens sociaux, normalement assurés dans le foyer, au village et à l'école, ont été anéantis et remplacés par la peur, le traumatisme et le déplacement. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, s'agissant de l'exclusion de l'esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité, les victimes souhaitent à nouveau exprimer leur regret que ce crime n'ait pas été retenu. Ils voudraient que cela soit inscrit au compte-rendu. À cet égard, nous avons une demande spécifique à adresser à la Chambre. Avant de formuler cette requête, permettez-moi de dire ce qui suit. À bien des égards, l'esclavage sexuel était le crime emblématique de l'ARS. Les femmes et les filles ont été privées de leur liberté et soumises à des actes de nature sexuelle. L'esclavage sexuel a touché toutes les régions du nord de l'Ouganda. d'Arua à l'ouest, à Kotido à l'est, de Soroti au sud, à Kitgum au nord. L'esclavage sexuel a été commis de manière sur une grande échelle et systématique et conformément à une politique organisationnelle. En résumé, la position du bureau du procureur, telle qu'exprimée dans son écriture 482, est que le crime de réduction d'esclavage rend mieux compte de ces faits et qu'un jugement final pourrait être fragmenté si l'esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité était inclus. Les victimes respectent pleinement et reconnaissent que le procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire statutaire pour engager des poursuites. Toutefois, avec tout le respect dû, les raisons avancées pour exclure l'esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité ne sont pas convaincantes.
Je souhaite faire trois observations à cet égard. Premièrement, l'effet net de cette approche en matière de poursuite est de rendre l'esclavage sexuel en tant que crime contre l'humanité redondant dans le cadre du statut de Rome. Ce n'était nullement l'intention des rédacteurs du statut. Deuxièmement, l'esclavage sexuel et la réduction en esclavage sont des crimes distincts, tendant à protéger des intérêts différents. Bien que les deux impliquent l'exercice d'un droit de propriété, l'esclavage sexuel exige en plus un acte de nature sexuelle. Troisièmement, qualifier l'esclavage sexuel uniquement de crime de guerre est, selon nous, insuffisant. L'esclavage sexuel, au sens de l'article 7 et au sens de l'article 8, diffère dans ses éléments contextuels. L'un concerne les conflits armés, tandis que l'autre concerne les attaques contre la population civile. Ce sont des cadres juridiques différents, visant des contextes différents. Comme cela a été établi dans l'arrêt en appel de l'affaire Nguyen, la différence des éléments contextuels permet d'identifier des intérêts juridiques distincts protégés par chaque disposition. Je fais référence au paragraphe 1.6.5.6 de cet arrêt. Les victimes soutiennent respectueusement que l'exclusion de l'esclavage sexuel au sens de l'article 7 dans la présente procédure crée un vide de responsabilité potentiel qui est inutile et évitable. À ce stade préliminaire, il s'agit uniquement pour nous de déterminer s'il existe des motifs substantiels de croire qu'un crime a été commis. Nous ne sommes pas encore préoccupés par le degré ou l'étendue de la culpabilité de l'accusé. La Chambre se souviendra du contentieux antérieur sur cette question. Ainsi, dans votre décision du 12 décembre 2024, écriture numéro 538, votre Chambre a déclaré, je cite, « La qualification juridique exacte de tout comportement criminel allégué ne peut être évaluée qu'après la divulgation des preuves du bureau du procureur et la présentation ultérieure de ces preuves. » Votre Chambre a également précisé que cette question pourrait être examinée, et je cite, « en temps opportun ». Fin de citation. Avec tout le respect que je dois à la Chambre, ce moment est venu. Il ne fait aucun doute que le crime d'esclavage sexuel, en tant que crime contre l'humanité, est établi par les preuves. Les éléments constitutifs sont présents, les éléments contextuels aussi sont présents. Si votre Chambre reconnaît que l'esclavage sexuel au sens de l'article 8 a eu lieu, alors il doit en découler qu'il a également eu lieu au sens de l'article 7. La démarche appropriée consiste dès lors à ce que votre Chambre utilise son pouvoir inhérent pour procéder à une requalification des faits et confirmer l'esclavage sexuel d'une manière qui reflète le caractère juridique manifeste des faits de l'espèce. Le résultat correct devrait donc être le suivant. Les chefs d'accusation existants visant l'esclavage sexuel au titre de l'article 8, à savoir les chefs 27 et 36, devraient être confirmés pour inclure également l'esclavage sexuel au sens de l'article 7 également. Cela permettrait une compréhension et une qualification plus complète du préjudice subi, tant sur le plan factuel que juridique.
À notre sens, il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouveaux chefs d'accusation pour accéder à notre requête, car les faits matériels sous-jacents restent les mêmes. Et pour la même raison, il n'est pas non plus nécessaire de reporter l'audience. À l'appui de cette demande et de notre interprétation, je souhaite souligner un aspect structurel des chefs d'accusation existants relatifs à l'esclavage sexuel. Notamment, les chefs d'accusation 27 et 36 comportent deux modes de responsabilité distincts, à savoir l'article 25.3a et b, proposés à titre subsidiaire. S'il est permis qu'un seul chef d'accusation comprenne plusieurs qualifications juridiques s'agissant de la conduite de l'accusé, il en découle logiquement qu'il est également permis qu'un seul chef d'accusation comprenne plus d'une qualification juridique des faits matériels. L'objectif fondamental de la confirmation des charges et de la décision relative à la confirmation des charges est d'apprécier la conduite alléguée et de confirmer les charges avec leur qualification juridique appropriée. Par conséquent, lors de la confirmation des chefs 27 et 36, la Chambre devrait confirmer à la fois l'esclavage sexuel en tant que crime de guerre et en tant que crime contre l'humanité. Aucun préjudice ne découle de la formulation de l'acceptation de cette requête. Il s'agit d'une question juridique distincte et les parties peuvent présenter toute observation pertinente au cours de cette audience. La question pourra ensuite faire partie de la décision sur le fond que vous rendrez, Mesdames, Monsieur le juge, dans votre décision de confirmation. Enfin, je souhaite formuler une observation sur le bien fondé de la tenue de cette procédure in absentia. Tous ceux qui suivent cette affaire connaissent le débat en Ouganda entre paix et justice. Dans ce débat, les opinions des leaders locaux sont souvent mises en avant, bien plus que celles des victimes. En réalité, les victimes sont souvent exclues de cette conversation. Mais lorsque vous interrogez les victimes, lorsque vous allez dans les villages, lorsque vous vous asseyez et discutez avec elles, leur opinion est claire. Nos clients soutiennent fermement le processus de responsabilisation de Joseph Kony, un homme qui a causé une souffrance indicible pendant 2 décennies dans le nord de l'Ouganda et bien au-delà. Peu importe leur ethnie ou leur clan, qu'ils soient Acholi, Langui, Lugbara, Madi, Iteso ou Kuman, les populations du nord de l'Ouganda attendent naturellement qu'il y ait responsabilité en cas de faute, que ce soit par des moyens formels ou informels, dans une salle d'audience ou au moyen d'une cérémonie traditionnelle comme le mato oput ou par tout autre moyen. La présentation d'excuses et les réparations sont essentielles. À cet égard, je souhaite citer la déclaration de Mme Pamela Judith Angwech, annexe H à l'écriture de la défense numéro 583, paragraphe 12. Et je cite: dans notre culture, l'excuse est centrale. Lorsqu'un auteur ne présente pas d'excuse, il reste lié aux victimes qui restent avec leur douleur. Fin de citation. Les victimes souhaitent faire valoir que Joseph Kony n'a jamais cherché à présenter des excuses au peuple du nord de l'Ouganda pour ses actes. Il n'a jamais proposé de réparation non plus. Les éléments essentiels de la justice traditionnelle sont absents. D'ailleurs, tout comme Joseph Kony aujourd'hui.
La possibilité de recourir à des mécanismes traditionnels figurait même dans le projet d'accord de paix de Juba en 2008. Mais Kony a rejeté l'accord dans son intégralité et est retourné à la guerre. Kony a toujours fui ses responsabilités. En fin de compte, lorsque les actes répréhensibles constituent des crimes internationaux graves, le statut de Rome peut légitimement offrir justice et reddition de comptes aux victimes. Ces procédures ne sont pas seulement juridiquement justifiées, elles sont moralement justifiées aussi. Pour les victimes, cette audience n'est pas un geste symbolique. Elle est extrêmement importante. Les victimes méritent et ont le droit de participer à ce processus. Elles savent et comprennent qu'un procès complet ne peut avoir lieu qu'en présence de Joseph Kony. Mais peu importe ce que l'on dira, dans cette salle d'audience ou en dehors, une décision de confirmation apportera une mesure importante de responsabilité pour les victimes. Mieux encore, confirmer les charges signifiera qu'après 20 ans d'attente, les témoignages des victimes auront été entendus, écoutés et reconnus par cette Cour pénale internationale. Au nom des victimes, je vous remercie de votre attention. Thank you very much. La juge présidente, je vous remercie. I think we have time to go directly to the... Sans plus tarder, nous allons donner la parole à la défense afin qu'elle présente ses observations. Maître Haynes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, simplement. J'anticipe qu'il s'agit d'une session d'1h30 et que nous finirons à 13h. Je pense aussi que nos présentations dureront 45 minutes et que donc nous devrions aisément finir avant la pause déjeuner. Autre point logistique, je m'exprimerai totalement en audience publique, pas besoin de s'inquiéter de ce que je dirai dans les 45 prochaines minutes. Et deuxièmement, vous aurez tous reçu un document qui porte un titre comme liste des autorités, mais il s'agit en fait d'une liste des autorités et des décisions auxquelles je ferai référence pendant ma présentation. Je ne vais pas non plus vous donner de longues références de cotes ERN ou de références de dossiers. Ces autorités, ces écrits sont listés par ordre chronologique, donc vous pouvez vérifier au fur et à mesure que j'avance dans ma présentation. Et enfin, j'ai omis ce matin de vous informer des changements dans l'équipe de défense. La dame qui était derrière moi, à côté de moi et qui est maintenant derrière Eva McCormack, qui est aussi bien professeur que maître. Elle gère le gestionnaire du cas aujourd'hui, c'est Eva Daniel. Et je dirais, pour le public qui nous regarde, parce que ça a suscité une certaine consternation, que la personne qui est au fond de la salle n'est pas un membre de l'équipe de défense, c'est un gardien de sécurité, ce n'est certainement pas M. Joseph Kony. Enfin, au fond, Président, merci, Maître. Un instant, s'il vous plaît.
Présidente. Maître, un instant, s'il vous plaît. J'essaie de voir si nous avons bien reçu la liste. Ouais. Then Okay. we have it in the bundle. Nous l'avons. Très bien. Donc tout est clair, tout est bon pour vous? Oui, merci. Maître Heinz. Dans mes remarques d'hier, j'ai parlé des difficultés à déterminer le meilleur intérêt ou les meilleurs intérêts d'une personne qui ne peut pas être consultée. Aujourd'hui, je parlerai des limites qui découlent de ces difficultés en termes de ce qui peut être dit au nom du suspect et proposerai un agissement spécifique qui, d'après nous, doit être adopté par la Chambre préliminaire pour s'assurer que les droits du suspect sont pleinement préservés. Lorsque l'accusation a proposé pour la première fois une audience de confirmation par contumace dans cette affaire, a insisté sur un certain nombre de justifications probantes, par exemple pour pouvoir entendre les preuves, pour donner aux victimes la possibilité de s'exprimer et pour accroître la prise de conscience publique. Nous pensons que ces objectifs ont été atteints, dans la mesure où ils peuvent l'être, à travers l'audience elle-même, cette audience elle-même, et la publicité, les travaux de préparation qui y ont mené. Aucun de ces objectifs ne sera davantage atteint à travers une décision de confirmation. Ceci étant, nous pensons qu'à la fin de cette audience, cette honorable chambre devrait émettre une pause dans les procédures et me décharger de mon mandat en tant que conseil désigné pour représenter les intérêts de Joseph Kony. Je comprends que ceci peut, à première vue... Présidente, maître, une seconde, s'il vous plaît. J'entends une voix, maître, qui me demande depuis la cabine à Chioli si vous pouvez ralentir. Je ne pense pas que vous alliez trop vite, maître Heinz. Franchement, je ne crois pas que je puisse parler plus lentement. Mais je vais faire de mon mieux. Président, peut-être faire une pause entre les phrases? Maître Heinz, certainement. Je comprends qu'il puisse apparaître... Cette solution puisse apparaître comme un peu surprenante à première vue, mais elle est moins... Lorsque l'on prend conscience, lorsqu'on reconnaît, comme le demande le statut, que ces procédures par contumace doivent s'arrêter avant le début des préparations au procès dans la partie 6 du statut. Que ça arrive avant ou après la décision de confirmation des charges, de toute manière, il y aura une pause dans les procédures. Une suspension des procédures. Donc, pour les raisons que j'expliquerai, nous pensons qu'une interruption avant la décision de confirmation est la seule manière de préserver les droits du suspect et s'assurer de l'équité de toute procédure qui pourrait survenir ensuite. Permettez-moi d'avancer pas à pas, à commencer par le mandat que l'on m'a conféré dans cette affaire. Il est important de se souvenir, et pour ceux qui nous écouteront en Ouganda en particulier, comprendre donc que mon rôle, et là je cite de la citation initiale de la Chambre préliminaire 2 au greffe et ma lettre de nomination, c'est de, je cite donc, représenter les droits et les intérêts de M. Kony. Fin de citation. Mais il s'agit d'un mandat paradoxal que je tente de remplir en l'absence de toute instruction de la part de Joseph Kony sur la façon de répondre à la thèse de l'accusation dans cette audience de confirmation des charges. Et pour être tout à fait clair, je n'ai reçu aucune instruction. Notre obligation impérieuse dans cette situation est d'identifier, dans la mesure de nos possibilités, les intérêts de Joseph Kony et de ne certainement rien faire pour leur porter préjudice. La Chambre préliminaire, lors de l'examen de la recevabilité de cette affaire en 2009,
a indiqué que tout conseil désigné ne devrait pas porter préjudice aux arguments que la défense pourrait mettre en avant à une étape ultérieure. Et la Chambre d'appel a alors confirmé que le mandat d'un conseil désigné est de proposer des éléments dans l'objectif de protéger les intérêts ou de sauvegarder les intérêts du suspect dans la mesure où le conseil peut les identifier, ces intérêts. Donc, mon mandat n'est pas d'agir comme un amicus curiae, apportant un conseil désintéressé sur la façon dont l'accusation pourrait pallier à ses déficiences dans cette affaire, pas plus que je ne suis une sorte d'avocat du diable pour critiquer l'affaire ou la thèse de l'accusation en m'appuyant sur des suppositions hypothétiques quant à ce que pourrait être la position de Joseph Kony. Au contraire, mon rôle est de m'assurer que Joseph Kony et tout conseil qu'il pourrait retenir pour le représenter par la suite dispose de la plus grande latitude possible pour présenter des arguments par rapport à la thèse de l'accusation. Donc aujourd'hui, vous n'entendrez pas comment certains des chefs d'accusation relevés dans le document amendé contenant les chefs d'accusation sont incohérents ou incompatibles d'un point de vue juridique. Vous n'entendrez pas non plus l'absence de fiabilité grave relative à certains des éléments de preuve clés de l'accusation. Vous n'entendrez pas non plus parler d'autres manières dont les faits ont été caractérisés par l'accusation d'une manière erronée d'un point de vue légal. Et permettez-moi de dire sur ce point qu'il y a pléthore de points dans cette affaire qu'un conseil vraiment nommé auquel un conseil pourrait s'opposer. Avec mes 35 ans d'expérience, je dois dire qu'il est difficile pour moi d'entendre un certain nombre de langages utilisés par le procureur quand on parle de au moins des milliers de victimes et puis citer une liste de 204 victimes pour étayer cette affirmation. Ce type d'imprécision ne serait accepté dans aucun document de confirmation des charges, dans aucun système juridique du monde. Mesdames, Monsieur le juge, de la même manière, ça m'a fait mal de ne pas pouvoir souligner le caractère incompréhensible de l'accusation qui fait référence au jugement dans le procès Coelho comme un élément de sa propre thèse. C'est un jugement qui est en cours d'appel, comme son conseil de la défense, Maître Ayoru, pourra vous confirmer. Et il s'agit d'un jugement final d'un tribunal pour crime de guerre local dans une juridiction où le bureau du procureur a décidé ou n'a pas souhaité traiter du cas de Joseph Kony lui-même. Et enfin, ça a été très difficile pour moi de devoir me taire lorsque l'accusation a montré à l'écran des extraits de registres comme s'il s'agissait des journaux ou des registres de M. Joseph Kony lui-même. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, vous saurez tous, au vu de votre examen de l'affaire, que ces registres sont en fait des résumés en anglais de notes prises à la volée par une autre personne qui a écouté des conversations en acholi, en langage codé, que bien souvent il ne comprenait pas. Ces registres ont passé par beaucoup de relais au cours de la chaîne de possession, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mis à part indiquer mon irritation personnelle, parce que pour être tout à fait simple, d'après nous, ce n'est même pas l'intérêt de Joseph Kony que de donner à l'accusation la possibilité de remédier aux défauts de sa thèse tant qu'elle le peut, et tenter ainsi de renforcer sa thèse au vu du procès. Et il ne s'agit pas simplement de mon interprétation. L'actuel procureur, Karim Khan, lui-même, dans un article de 2014, écrivait
quels étaient les risques positifs, les risques clés de présenter une thèse positive pour la défense lors de la confirmation. Il disait qu'il faut être conscient qu'une défense pleine sur un des chefs d'accusation, alors l'accusation aura un prélude de la stratégie de la défense et de preuves potentielles. Et là, avec cette information, sachant cette information, je le cite, l'accusation peut adapter sa stratégie et continuer ses investigations dans le cadre de l'affaire confirmée afin de contrer la thèse attendue de la défense pendant le procès. Présidente, maître, vous allez au cœur du sujet, mais vous avez accéléré votre débit. Maître Haynes, je ne sais pas alors quel est l'intérêt de fournir mes remarques par écrit aux interprètes à l'avance. Mais enfin bon, je vais ralentir. La position de la défense aujourd'hui est cohérente avec l'interprétation que nous faisons de notre mandat dès le début. Comme vous le savez, mesdames, monsieur le juge, la défense a également refusé d'accepter de convenir de faits convenus. Pourquoi? Parce que comment un conseil peut-il accepter des faits dans l'affaire Joseph Kony en l'absence d'instruction de sa part? Et de fait, dans Ntaganda, une chambre d'instance a considéré qu'accepter des faits convenus sans consultation adéquate de la personne représentée équivalait à une violation potentielle du code de conduite professionnelle des avocats. À l'inverse, qu'en est-il si Joseph Kony souhaitait plaider coupable et viser une atténuation de sa peine et une coopération? Il nous donnera jamais d'instructions pour nous opposer à la forme des charges ou à la puissance des preuves de l'accusation. Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir quelle est sa position sur ces éléments ou quelle serait sa position sur ces éléments puisque nous n'avons jamais rencontré M. Kony, pas plus que nous n'avons eu le moindre contact avec lui, direct ou indirect. Et toute affirmation que nous pourrions faire à cet égard pourrait porter préjudice à sa position future. Et je ne peux pas le faire. Mais ça ne signifie pas que nous n'avons pas été en mesure d'avancer sur les intérêts de M. Joseph Kony ou de protéger ses droits. Comme vous le savez, nous sommes opposés à la légalité d'un processus de confirmation des charges par contumace lui-même, y compris devant la chambre d'appel, ce qui signifie que nous contestons le fait que ces procédures aient lieu en l'absence de Joseph Kony, parce que d'après nous, c'est contraire au statut de la Cour. Nous sommes également opposés à l'idée qu'il y avait une cause, une raison pour tenir ces procédures en reprenant des témoignages de leaders politiques, religieux, traditionnels du nord de l'Ouganda, ainsi que celles d'avocats des victimes, de victimes elles-mêmes et membres de la communauté du droit, qui ont fourni des témoignages écrits expliquant pourquoi ils pensent que ce procès par contumace est mal orienté, intéressant uniquement la CPI et nuisant aux efforts de réconciliation et de répatriation et a un effet diviseur pour les communautés. Nous nous opposons à la forme de la procédure de confirmation des charges, présentant objection avec succès à la requête irrégulière de l'accusation de faire comparaître par exemple des témoins en personne lors de cette confirmation des charges. Et nous nous sommes assurés que les procédures sont aussi publiques que possible, y compris un effort vain par rapport à la preuve clé de l'intérieur de l'accusation qui demeure
privé, non public, malgré nos objections. Et encore, nous attirons l'attention sur le soin qu'il faut avoir au moment de diffuser des vidéos et autres images au public dans ce prétoire. À chacune de nos étapes, nous avons été orientés par notre responsabilité à agir dans l'intérêt de Joseph Kony et tenter de minimiser les dégâts faits à l'équité d'un futur procès. Mais encore une fois, nous sommes conscients des limites imposées par l'absence d'instruction, notre incapacité à gérer ces instructions selon nos propres souhaits et l'importance fondamentale d'éviter de causer tout préjudice, quelque préjudice que ce soit, à des positions que Joseph Kony pourrait adopter à l'avenir s'il venait à être arrêté, y compris s'opposer à l'opportunité de toute cette procédure dans son ensemble. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour cette procédure de confirmation des charges? Il ne fait aucun doute qu'une décision de confirmation aura un impact sur tout procès ultérieur. Comme l'a reconnu la Chambre préliminaire, la décision de confirmation des charges établit les paramètres de l'affaire pour le procès et assure que les chefs d'accusation sont clairs et ne sont pas présentés de manière déficiente formellement. Mais, comme d'autres audiences de confirmation des charges le démontrent, la procédure de confirmation n'est en aucun cas simplement un exercice d'approbation judiciaire des chefs d'accusation de l'accusation avec un examen limité ou sans examen du tout. Cela se veut une procédure inter partes où le suspect peut s'opposer activement aux preuves présentées contre lui. À Mburishimana, alors que les charges n'y ont pas été confirmées, la Chambre d'appel a dit qu'elle attachait une signification considérable au droit du suspect à s'opposer aux éléments de preuve présentés par le procureur et à présenter ses propres éléments de preuve au cours des audiences de confirmation des charges. Ceci reflète le point de vue du procureur de la CPI, Karim Khan, dans cette publication de 2014 dont je parlais tout à l'heure. Il a dit qu'en termes de comment le Conseil de la défense doit appréhender une audience de confirmation des charges, le facteur le plus important, avant tout, ce sont les objectifs et les souhaits du client. Et cet exercice, un suspect s'opposant aux preuves qui lui sont présentées contre lui, a eu au résultat le retrait d'affaires entières, comme par exemple celle de Mocom, ou qu'aucune des charges ne soit confirmée, comme dans l'affaire d'Mburishimana, dans la situation en RDC, à Bougarda, dans la situation du Darfour, et par rapport à deux affaires également de la situation au Kenya, Ali et Koske. Et même dans ces affaires, alors que même dans les affaires où certains chefs d'accusation ont été confirmés, le processus de confirmation inter partes a fait que beaucoup d'autres chefs d'inculpation soient effacés contre d'autres suspects. Par exemple, la chambre préliminaire dans l'affaire Yekatom Ngesona n'a pas confirmé 79 des 111 chefs d'accusation, c'est-à-dire plus de 70% des chefs présentés par l'accusation suite à l'opposition de conseil qui agissait selon les instructions de leurs clients. En l'absence d'instruction, aucun examen inter partes peut avoir lieu. En tout cas, pas de la manière dont il devrait avoir lieu. Et le cadre du procès de Joseph Kony serait établi par la Chambre en son absence.
c'est important, il incombe à la chambre préliminaire, c'est sa responsabilité, et non pas à l'accusation, selon les règles 52 et 53 du règlement de la Cour, de s'assurer que tout chef d'accusation est suffisamment précis pour assurer un procès équitable. Tout ceci souligne qu'une décision de confirmation des charges n'est pas un exercice purement administratif. Et il n'aura pas échappé à votre attention que certaines interprétations légales avancées par l'accusation dans cette affaire sont, plutôt créatives et visent à développer à faire évoluer le droit substantiel vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles directions. Les décisions de confirmation des charges ont un poids normatif, sont considérées comme des déclarations qui font autorité du droit pertinent. Mais si vous deviez rendre une décision confirmant quelque charge que ce soit dans cette affaire, ce serait sans opposition ou examen efficace du suspect des chefs d'accusation proposés par l'accusation ou des preuves proposées par l'accusation, ce qui est précisément la raison pour laquelle les rédacteurs du statut ont intégré la procédure de confirmation au départ. Et c'est justement pourquoi la Chambre d'appel a dit qu'elle octroyait une signification particulière à la capacité du suspect à s'opposer aux éléments de preuve lors de la confirmation des charges. Il s'agit là d'un préjudice concret, réel, potentiellement irréversible, qui découle de cette procédure par contumace. Mais il y a un moyen d'éviter ce préjudice. Nous savons tous que Joseph Kony ne peut pas être jugé en son absence, comme la Chambre l'a souligné lors de l'ouverture de cette audience. Ceci est absolument clair et ne fait aucun doute, et ça découle de l'article 63.1 du statut de Rome. Ce qui signifie qu'à un certain point, ce procès en absence par contumace doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas juste simplement continuer d'avancer aveuglément dans un processus judiciaire sans adopter une procédure illégale. À un moment, les procédures prévues pour la transition entre les phases préliminaires et la phase instance, dans les articles 61 et 64 du statut, devront cesser, soit par une suspension provisoire des procédures, soit par un ajournement sine die. Où faut-il tracer cette ligne? Et elle doit être tracée. Eh bien, cela relève de la discrétion de cette honorable chambre préliminaire. Maintenant, une chambre de la Cour pénale internationale a le pouvoir de suspendre les procédures temporairement ou de manière permanente. La jurisprudence établie indique que une chambre, y compris donc une chambre préliminaire, telle que confirmée par la Chambre d'appel dans la décision Lubanga 772, a la capacité et même le devoir de suspendre les procédures lorsque les préconditions essentielles d'un procès équitable sont absentes, comme par exemple peut l'être un accusé. La Chambre d'appel a également confirmé qu'une suspension provisoire d'une procédure peut être le remède approprié lorsqu'un procès équitable ne peut pas être tenu dans les délais imposés et où l'inéquité vis-à-vis de la personne accusée est d'une telle nature qu'un procès équitable pourrait survenir à l'avenir en raison d'un changement dans la situation qui avait induit la suspension. Donc ça peut être fait. Maintenant, quand est-ce que cela doit être fait? Eh bien, nous pensons que le moment adéquat pour cette suspension ou cet ajournement serait immédiatement après cette audience et avant toute décision de confirmation des charges potentielles. Et il y a beaucoup de raisons à cela. D'abord,
tracer cette ligne à ce stade serait le meilleur moyen, le seul moyen d'éviter un vrai préjudice concret que serait l'émission d'une décision de confirmation à l'absence d'examen ou d'opposition formelle et fondamentale du suspect lui-même, puisqu'il n'a pas pu donner des instructions à ses avocats. Deuxièmement, et c'est aussi important, une décision de confirmation des charges marque la fin de la phase de confirmation, ce qui déclenche une chaîne d'événements selon le cadre statutaire de la CPI qui ont des conséquences pratiques, légales et financières pour la Cour. Si cette chambre devait rendre une décision confirmant l'une des charges ou l'un des chefs d'accusation, Joseph Kony passerait d'être un suspect à être une personne accusée dans le cadre légal de la Cour, ce qui a également des conséquences. Une décision de confirmation des charges déclenche également la nomination obligatoire d'une chambre d'instance selon l'article 61.11, ce qui signifie que l'affaire passerait de la phase de confirmation des charges à la phase de procès, mais cette fois-ci en l'absence de l'accusé. Mon mandat prend fin, c'est important, à la fin de la phase de confirmation des charges, ce qui signifie que cet accusé absent serait traité par un tribunal d'instance dans une situation où il n'est pas représenté par un conseil désigné. En tant qu'accusé, Joseph Kony aurait droit à une représentation légale selon l'article 67.1d. Donc, un nouveau conseil devrait être nommé immédiatement aux frais de la Cour. Et en parlant de frais, avec une chambre d'instance mobilisée, l'activité judiciaire se poursuivrait également aux frais de la Cour et malgré le fait que Joseph Kony serait toujours absent. Un bon exemple serait l'affaire Banda, où M. Banda et son co-accusé ont demandé une dérogation de leur droit à être présents à leur confirmation. Et puisque la confirmation des charges a fait l'objet d'une décision au mois de mars 2011, il y a eu plus de 600 écritures dans cette affaire. En 2014, il est apparu clairement que M. Banda ne comparaîtrait pas à son procès et la date du procès a été repoussée. Et depuis, pourtant, tel que le démontrent les registres de l'Assemblée des États parties, des centaines de milliers d'euros ont été dépensés en frais juridiques pour cette affaire morte clinique. Donc, simplement, la phase d'instance génère une activité judiciaire, même s'il n'y a pas de perspective de procès. Si une décision de confirmation était rendue dans l'affaire qui nous intéresse contre Joseph Kony, la Cour pourrait s'attendre à un niveau d'activité similaire. Des décisions seraient attendues concernant la participation des victimes, les questions de coopération, la composition et recomposition de la chambre concernée, les questions de représentation et d'autres aspects procéduraux. Il est presque certain que des contestations de recevabilité seraient soulevées, étant donné que les autorités ougandaises ont exprimé leur volonté de juger Joseph Kony au niveau national s'ils devaient l'arrêter. Des conférences de mise en état seraient organisées, comme ce fut le cas dans l'affaire Banda, où, 9 ans après la décision de confirmation des charges, la Chambre de première instance a convoqué une conférence de mise en état pour soulever la question de savoir s'il était possible de poursuivre la procédure avec un procès in absentia. Tout cela, mesdames et messieurs les juges, se produirait sans la participation ni même la représentation de Joseph Kony, soulignant ainsi l'inutilité ou la futilité de toute cette procédure. Dans l'intervalle, comme dans l'affaire Banda, Joseph Kony serait affiché sur le site web de la CPI comme une personne dont l'affaire est en phase de procès, alors même qu'il n'a jamais mis les pieds dans ce bâtiment.
Cela alimenterait les attentes des victimes et exigera des activités supplémentaires de la part de la Cour pour tenter d'expliquer cette situation sans précédent et apaiser la confusion et la frustration inévitables. Ayant passé une grande partie des 12 derniers mois dans le nord de l'Ouganda, nous pouvons témoigner du fait que la confusion et la frustration sont déjà bien présentes et bruyantes. Et ce, en dépit des efforts excellents et soutenus du service de sensibilisation de la CPI. Une décision de confirmation mettrait en marche un train qui serait impossible de ramener à la gare. Ce purgatoire préliminaire, coûteux, incertain et indéfini d'un accusé absent peut être évité en empêchant le train de quitter la gare et en suspendant la procédure dès maintenant, avant qu'une décision de confirmation ne soit rendue. Car une fois cette décision rendue, les paramètres du procès seront fixés. Alors, la question maintenant est de savoir ce qu'il se passerait si M. Kony devait être arrêté après une décision de confirmation. Lors de sa déclaration liminaire hier, le procureur adjoint a indiqué que, de l'avis du bureau du procureur, cette audience fera progresser la procédure de manière tangible et que si les charges sont confirmées, cela permettra à la procédure d'avancer rapidement vers l'étape suivante dès que Joseph Kony sera arrêté et remis à la cour. Le procureur adjoint et moi nous connaissons depuis très très longtemps. Depuis à peu près l'époque où le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de Joseph Kony il y a 20 ans. J'espère donc qu'il ne m'en voudra pas de doucher son admirable optimisme ou ce que certains pourraient qualifier de pensée magique. Franchement, qui, selon le procureur adjoint, va arrêter Joseph Kony? Où pense-t-il qu'il pourrait être arrêté? En Ouganda? Par les autorités ougandaises? Eh bien, si devait se produire, il ne viendrait pas ici. Mon équipe et moi avons rencontré les plus hauts responsables juridiques et politiques du pays. Nous avons rencontré le ministre de la Justice, le procureur général, le président de la Cour suprême et le président lui-même. Et on nous a assuré que si Joseph Kony est arrêté en Ouganda, il ne sera pas transféré à La Haye pour y être jugé. Et pourquoi est-ce qu'un État démocratique le ferait s'il a entre les mains un individu qui pourrait répondre d'actes commis sur une période de plus de 20 ans et couvrant des milliers, sinon des millions de victimes, y compris les fillettes qui ont été enlevées à l'école de Douala. Pourquoi est-ce qu'il remettrait un tel personnage à une juridiction qui s'occuperait alors d'une infime partie de sa responsabilité pénale individuelle et priverait ainsi les victimes de leur pays le droit de participer? Évidemment, ils ne le feraient pas et ils ne le feront pas. Donc, c'est une impasse. S'il est détenu en République centrafricaine, au Soudan ou ailleurs, s'il est privé de liberté, il sera presque certainement transféré en Ouganda et le résultat serait le même. Quant à l'optimisme exprimé par le procureur adjoint concernant une aide éventuelle des États-Unis d'Amérique, je crois qu'il serait juste de dire que ces jours sont révolus. Mais dans ce monde de pensée magique et de vœux pieux, imaginons un instant, dans une expérience de pensée, ce qu'il se passerait si Joseph Kony était amené un jour devant cette cour. Si une décision de confirmation de charge était rendue à l'issue de cette audience, elle le serait dans un contexte où il n'aurait pas pu
soumettre le dossier du procureur à un quelconque examen. Mais supposons que vous décidiez malgré tout de rendre une décision de confirmation. Les paramètres essentiels du procès seraient alors fixés par votre décision. Et une question cruciale se poserait dès lors, aurait-il le droit de contester cette décision de confirmation? Pourrait-il même demander une reprise complète de toute cette procédure de confirmation, cette fois avec un conseil de son choix? Les règles semblent indiquer que non. La disposition juridique clé est la règle 126.3 du règlement de procédure et de preuve. Permettez-moi de la citer intégralement. Lorsque la personne en fuite est ultérieurement arrêtée et que la Cour a confirmé les charges sur lesquelles le procureur entend poursuivre le procès, la personne mise en cause est déférée devant la Chambre de première instance établie conformément à l'article 61, paragraphe 11. La personne mise en cause peut demander par écrit que la Chambre de première instance saisisse la Chambre préliminaire des questions nécessaires au bon fonctionnement de la Chambre conformément à l'article 64, paragraphe 4. Quelques éléments ressortent clairement de ces dispositions. Premièrement, vous aurez certainement compris qu'elle ne fait référence qu'à une personne en fuite. Or, comme nous le savons tous, comme cela a été l'objet de nombreux débats juridiques dans cette affaire depuis 2023, Joseph Kony est considéré comme une personne introuvable et non pas une personne en fuite au sens de l'article 61. Il existe donc une lacune concernant le sort réservé à une personne jugée introuvable, qui n'est pas mentionnée dans cette disposition. Cela signifie qu'il existe trois options. La Chambre de première instance pourrait estimer que la personne introuvable a droit à une nouvelle procédure de confirmation complète de nouveau. Elle pourrait aussi considérer que la règle 126.3 s'applique mutatis mutandis à cette personne, permettant ainsi un renvoi limité de certaines questions à la chambre préliminaire. Ou encore, elle pourrait simplement décider que l'affaire doit passer directement au procès sur la base de la décision de confirmation. Si la première option était retenue et que les règles permettaient une nouvelle procédure de confirmation, alors la Cour serait tenue d'annuler la décision de confirmation rendue par votre Chambre, car elle aurait été prononcée en l'absence de tout véritable processus contradictoire. Cela représenterait un énorme gaspillage d'efforts et de ressources, suscitant inévitablement davantage de confusion et de questions sur le sens de toute cette procédure. Si la deuxième ou la troisième option était retenue et que la règle 126.3 ne permettait pas une nouvelle procédure de confirmation complète en cas d'apparition du suspect, cette interprétation serait en contradiction apparente avec la jurisprudence bien établie en matière des droits humains et donc avec l'article 21.1.3 du statut de la Cour, selon lequel le droit à une procédure de novo est fondamental. En effet, la Chambre d'appel du tribunal spécial pour le Liban a confirmé que le droit à un nouveau procès s'applique à toutes les étapes de la procédure. Cela m'amène à mon deuxième argument concernant la règle 126.3, à savoir que le moins que l'on puisse dire est qu'elle ne confère pas un droit automatique de rouvrir la formulation des charges pour la personne en fuite. Au contraire, la règle 126.3 semble imposer une lourde charge à l'accusé, tel qu'il serait alors, pour obtenir le renvoi de certaines questions à la chambre préliminaire, sans aucune obligation pour cette dernière de reconsidérer la portée ou la nature des charges. Alors, encore une fois, mesdames, messieurs les juges, si votre chambre devait rendre une décision de confirmation, elle risquerait alors de causer un préjudice irréparable aux droits du suspect ou aux droits de l'accusé
tel qu'il serait à ce stade-là. Et donc la solution est de tracer une ligne de démarcation à la fin de cette procédure. Tout ce qui vous est demandé dans le cadre de cette procédure est de tenir une audience sur la confirmation des charges. La requête initiale du procureur, écriture 556, précise que l'accusation demande respectueusement à la Chambre préliminaire de tenir une audience sur la confirmation des charges à l'encontre de Joseph Kony en son absence. Dans sa décision 456 du 25 novembre, la Chambre de première instance a déclaré que dans les circonstances, il y a lieu de tenir une audience de confirmation de charges à l'encontre de M. Kony en son absence. Et en autorisant la tenue de cette confirmation, de cette audience, la Chambre de première instance a déclaré qu'il n'est pas possible de tenir l'audience et de rendre une décision au-delà de la confirmation des charges. Donc il ne s'agit pas d'une décision, mais simplement de l'audience. Des personnes raisonnables pourraient être en désaccord concernant le but d'une telle audience telle que déclarée par le bureau du procureur, à savoir présenter des éléments de preuve, permettre aux victimes de prendre la parole, accroître la sensibilité du public et galvaniser la coopération. Mais une chose ressort clairement de tout cela: tous ces objectifs ne nécessitent pas la prise d'une décision relative à la confirmation des charges. La Chambre a le pouvoir inhérent de déclarer une suspension provisoire de la procédure à la fin de cette audience de confirmation des charges, qui pourrait être levée dès lors que Joseph Kony sera transféré à la Cour, et ainsi on éviterait tous les casse-têtes juridiques, procéduraux et financiers que j'ai évoqués et qui seraient déclenchés par une décision de confirmation des charges. Compromettre les droits du suspect en rendant une décision de confirmation des charges sans la participation du dit suspect ne devrait pas être l'avenir de la procédure, des procédures devant la CPI. Car plutôt que de galvaniser le soutien pour la Cour, une telle décision aurait pour effet d'alimenter les arguments des détracteurs qui souhaitent délégitimer cette institution. Et le meilleur moyen de démontrer cela serait de suivre le précédent établi par Lubanga, ainsi que d'autres affaires présentées devant cette Cour, en exerçant votre pouvoir discrétionnaire d'imposer une suspension provisoire de la procédure à l'issue de cette audience, qui pourrait alors être levée si un jour Joseph Kony devait être présenté devant votre Cour. Merci. La juge présidente, je vous remercie, maître. Il est 13h moins le quart. We are not behind time. Nous n'avons pas de retard par rapport à notre ordre du jour. L'accusation a encore 30 minutes. Vous disposez encore de 30 minutes pour présenter vos observations ultimes. Madame Von Braun. Madame la Présidente, est-ce que vous m'autorisez à prendre la parole? La juge présidente, oui. Madame Von Braun, puisqu'il reste 15 minutes avant la pause déjeuner, je vous demanderai de bien vouloir m'autoriser à commencer la présentation de mes observations ultimes après la pause déjeuner, si cela est possible. Quitte à reprendre l'audience un peu plus tôt que prévu, on pourrait abréger la pause déjeuner, peut-être reprendre à 14h15, si cela vous convient. La juge présidente, oui, cela me paraît acceptable. Nous allons faire la pause maintenant et nous reprendrons à 14h15. Un instant, je vous prie. Madame Von Braun, merci, Madame la Présidente. All right, so we will... La Présidente, très bien, nous allons faire la pause maintenant, une pause de 90 minutes. Nous allons donc revenir à 14h15.